Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode. Qui dit mercredi dit leçon, vous le savez, j'adore aller à votre rencontre. Alors la cible en général de ces leçons, c'est tout simplement des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, des salariés qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin de conseils concrets business pour avancer, avec aussi, je crois, une vocation, c'est d'être libre dans leur business et donc d'avoir un business qui est rentable, qui est autofinancé, et c'est pour ça que j'étais aussi contente d'être aujourd'hui avec Laurence qui m'a posé des questions très intéressantes sur le financement de son entreprise, comment faire quand on arrive au bout de sa trésorerie pour ne pas succomber, comment retrouver de l'argent ou comment réussir à avoir un business qui est plus sain car rentable. C'est un sujet qui m'anime énormément, vous le verrez, j'en parle dans cette leçon parce que justement je crois profondément que la liberté entrepreneuriale vient de cette rentabilité, du fait de réussir à générer tout simplement plus d'argent que ce qu'on dépense et donc de ne pas être en permanence en quête de nouveaux financements. C'est quelque chose que nous avons essayé d'appliquer depuis 2018 avec mon mari chez Gemio et je dois vous dire que je me sens beaucoup mieux depuis, je me sens sereine et chez moi, quelque chose que je vous invite aussi à vivre si jamais vous êtes dans l'entrepreneuriat. Bref, trêve de bavardage, je n'en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline 2025. Hello Laurence, bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline, merci de m'avoir accepté dans cette leçon. Écoute, avec grand plaisir. Alors, tu connais la coutume naturellement. Je vais te laisser te présenter si tu le veux bien et puis ensuite me dire justement pourquoi tu as voulu passer avec moi en leçon. Eh bien, donc, je suis Laurence, j'habite à Rennes. J'ai créé une marque en 2022 qui s'appelle Belle en Selle. Ce sont des accessoires vélo féminins et urbains. Donc, j'ai commencé principalement par développer des sacoches vélo. Donc, la mission de Belle en Selle, c'est vraiment d'accompagner et d'embellir la vie des femmes à vélo en leur proposant en fait des accessoires qui soient pratiques, bien sûr, techniques, mais aussi élégants, puisqu'en fait c'est quand même un milieu, le vélo et l'accessoire vélo en particulier, qui sont encore assez masculins et sportifs. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui se déplacent à vélo pour aller travailler, au sport, accompagner les enfants à l'école. Et en fait, moi, je trouvais même à titre personnel qu'il n'y avait pas les accessoires. Oui, tu n'avais pas à trouver quelque chose qui te convenait, quoi. C'est exactement ça. Donc, comme je le trouvais pas, je l'ai fait. Comme beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, exactement. On part de son propre besoin. Et donc, j'ai travaillé avec une styliste en maroquinerie, spécialisée en haute maroquinerie, pour vraiment injecter les codes de la mode et vraiment de façon qualitative dans un accessoire qui était pour plutôt juste pratique pour le moment. Okay. Donc j'ai ouvert le site en 2023, septembre 2023, donc ça fait à peu près 15 mois. Donc le site c'est bellencelle.fr et je suis distribuée également chez quelques plateformes d'accessoires vélo, quelques boutiques. Ok. Donc là, je suis dessus là, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Et effectivement, ça change de ce qu'on voit dans la rue. L'idée, c'est vraiment de faire un sac qu'on ait envie de porter avec soi toute la journée et pas que sur le vélo, en fait. Le principe, c'est un 2 en 1 qu'on utilise pour aller au bureau. Bon,
Très chouette. Et donc, voilà, donc ça fait à peu près 15 mois d'exploitation. Et donc, la question du jour, c'est qu'en fait, je dois bientôt relancer une production, puisque là, j'arrive Ouais. à la fin de ma production. Et j'ai un petit souci de trésorerie, puisque, en fait, pour lancer une production, il faut quand même Bah oui. des quantités, parce qu'en plus, il y a des pièces un peu techniques, les pièces d'attache, c'est des pièces Mm. moulées, donc il me faut des quantités. Et donc, il me faut un budget assez important pour relancer une production que je n'ai pas en trésorerie aujourd'hui. Je pense que c'est lié à deux raisons principalement. D'abord, c'est une activité qui est très saisonnière puisqu'en fait, j'ai euh, j'ai des pics d'activité à certains moments de l'année, au printemps. Voilà, c'est la météo, hein, c'est très La météo rentrée, le sensible. printemps, Voilà, alors j'imagine. la rentrée exactement, et Noël aussi parce que c'est très cadeau. Donc j'ai D'accord. un très gros mois à Noël. Et puis le reste du temps, c'est beaucoup plus calme. Mm. Donc ça fluctue quand même pas mal. Et puis l'autre raison, c'est que j'ai déjà contracté un emprunt en fait pour lancer l'entreprise. Donc j'ai des remboursements mensuels qui font que j'ai des frais fixes finalement assez élevés, même les Ouais. mois où il n'y a pas beaucoup de rentrées. Donc D'accord. voilà. Donc parfois je grignote un peu sur ma trésorerie. J'arrive toujours à équilibrer, mais en tout cas pas suffisamment malheureusement pour relancer une production et continuer. Mon idée aussi, c'est de continuer à innover, continuer à lancer des nouveaux produits, mais ça coûte de l'argent aussi en R&D, en proto. Bien Donc sûr. voilà, donc je suis dans une situation où je suis un petit peu coincée et voilà, j'avais envie d'avoir ton aide et tes conseils sur ce sujet. Et alors, je vais répondre, mais je vais avant ça, enfin en tout cas, je vais essayer d'y répondre, mais je vais avant ça te poser plus de questions. Aujourd'hui, t'as encore du stock ou t'arrives vraiment justement au bout? J'ai encore. Alors bon, évidemment, quand on lance une première production, on sait pas du tout ce qui va marcher, donc c'était un Ouais, peu la bah oui, donc t'as pas surprise. forcément Voilà, tout ce donc que, j'ai ouais. pas du tout le même niveau de stock sur certaines références qui fonctionnent très bien. Je suis en stock assez bas, voire parfois en rupture sur certaines références. J'ai à peu près 17 références et sur d'autres références, j'ai encore pas mal de stock. Donc c'est assez difficile de C'est dire. beaucoup 17 références déjà. Oui, ouais, pour un lancement. Alors, enfin, c'est des déclinaisons de coloris, Oui, etc. oui. C'est pas 17 modèles différents, évidemment. Mais bon, du coup, je peux tenir encore 4-5 mois, mais il faut que là, vraiment, Faut je pas me que tu tardes. positionne assez rapidement. Alors déjà peut-être la première chose que je peux te dire, c'est intéressant que tu me dises que tu es 17 références. Je pense que c'est naturel quand on se lance de vouloir explorer parce que c'est ça qui te permet de savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. La chance que tu as, c'est que maintenant tu as 15 mois d'expérience derrière toi. Et donc déjà, je pense que tu vas pouvoir quand même resserrer pas mal les refs et donc peut-être, je sais pas si tu l'as déjà mis en place, mais faire baisser aussi les coûts par rapport à ce que tu avais initialement au global parce que tu n'es peut-être pas obligé de surstocker sur ce que tu ne vends pas. Ça paraît assez évident ce que je vais dire, mais en fait c'est un travail qu'on fait malheureusement jamais assez. Et nous par exemple, je te dis la vérité, on a une règle chez Gemio qui est que quand on fait rentrer un nouveau produit, même si c'est une fabrication à la commande, on a quand même quelques pièces de démonstration dans les différentes boutiques et donc le stock quand même pèse lourd, d'autant plus en joaillerie. Et donc comme on veut rester une marque smart au niveau de nos coûts aussi parce que c'est comme ça qu'on peut proposer ce rapport qualité-prix à nos clients, eh bien on fait bien en sorte quand on fait rentrer des références d'en faire sortir d'autres pour justement limiter l'excès de stock, parce que je peux te dire d'expérience qu'il y a rien de pire que du surstockage et pourtant ça arrive à beaucoup de monde parce que on a rarement cette hygiène. On fait rentrer, en plus t'es entrepreneur, t'es créatif, t'as un client qui va te donner une idée, etc. Mais quand tu fais rentrer, il faut que tu fasses sortir. C'est comme ça, c'est la loi de l'offre et la demande, on va dire. Et donc déjà, c'est le premier conseil que je peux te donner. Là, pour ton restockage, fais bien attention à ne pas surstocker. En plus, il n'y a rien de plus désirable que d'être en rupture de stock. Donc, tu as plutôt intérêt à faire des petites quantités et d'être sur peu de références pour être plutôt en rupture de stock. Et oui, tu vas avoir des clients qui vont se plaindre, qui vont dire qu'ils auraient préféré le coloris rose fluo ou le coloris bleu pastel ou je ne sais quoi. Mais apprends à les gérer, à faire monter le désir, à les réaiguiller sur d'autres modèles. Sincèrement, ça c'est aussi un vrai travail de l'entrepreneur qui n'est pas facile, mais qui est une réalité, qui est que c'est pas parce qu'un client t'a dit qu'il l'achèterait absolument si c'était telle couleur qu'il le ferait vraiment. Et donc, il faut aussi apprendre, tu vois, à avoir ce discernement et à mettre le business quand même avant bien souvent la joie d'avoir 150 000 modèles différents. Donc ça, déjà, c'est la première petite chose que je peux dire, mais qui me paraît importante parce que j'ai déjà vu plein d'entrepreneurs qui se sont lancés avec trop de stock et qui ensuite se sont retrouvés, mais franchement, pendant des années avec du stock dont ils ne savaient pas quoi faire. Et faut quand même se dire, comme de l'argent,
mais qui est immobilisé, dont on ne peut rien faire, quoi. Donc et en plus qui se déprécie. Donc c'est quand même c'est un vrai sujet, je trouve, le surstockage quand on se lance. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être que justement le stock que tu as déjà, tu peux essayer de le liquider. Alors c'est pas très glamour, mais tu peux essayer de le liquider à un meilleur prix pour aussi avoir des rentrées d'argent qui te permettront peut-être de restocker un petit peu plus. Alors les sites type comment ça s'appelle, le nom m'échappe, vente privée, malheureusement coûte assez cher dorénavant, mais tu peux peut-être tenter d'autres choses. Je t'avoue que j'ai pas réfléchi plus que ça. En plus, nous on n'a pas de stock avec Gemio, donc c'est typiquement le genre de choses que je ne sais pas, donc c'est pas un sujet que je maîtrise très très bien. Mais il y a certainement d'autres sites que vente privée qui proposent ça. Il y a peut-être, tu vois, de la seconde main. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses à explorer en fonction de tes quantités qui te permettraient peut-être d'avoir des rentrées d'argent. Tu peux peut-être faire juste tout simplement une braderie sur ton propre site si tu veux, si ça a un tarif très intéressant. Au moins ça te permet de ne pas avoir ce stock qui dort, dont tu ne fais rien, parce que aujourd'hui t'es plus dans un besoin de nouvelle trésorerie pour avoir un stock qui est plus affiné. Et il n'y a pas de honte à avoir, c'est tout à fait normal que t'aies commencé en ne sachant pas ce qu'il fallait vendre. Donc ça c'est déjà les 2 premiers conseils. Puis ensuite, si malgré tout t'as encore besoin de sous pour plus de stock supplémentaire, beaucoup d'entreprises que je connais qui ont ces problématiques, je pense à Cézanne, je pense au Slip Français par exemple, quand ils se sont lancés et qu'ils avaient peu de trésorerie, ont eu recours à des financements extérieurs pour financer leur stock. Mais c'est un choix. Personnellement, j'aurais envie de te dire que c'est pas le meilleur choix et je vais t'expliquer pourquoi. En gros, pour avoir de l'argent, il y a 3 manières de faire. Quand on veut avoir de l'argent à investir dans sa société, il y a une très très bonne manière, une moyenne manière et une assez mauvaise manière. La très très bonne manière, c'est assez simple, c'est ce que tu fais actuellement, c'est de générer suffisamment de chiffre d'affaires et de rentrée et donc de rentabilité pour que tu puisses automatiquement refinancer ton stock. Ça, c'est le Graal, évidemment. Et c'est ce que tout entrepreneur devrait vouloir faire plutôt que d'essayer de faire des levées de fonds où en fait, comme tu l'as très bien compris, tu dois à un moment donné repayer. Il y a un trade-off. Faut pas penser que c'est de l'argent qui tombe du ciel. Deuxième moyen, c'est la dette. Visiblement, tu l'as déjà fait. L'avantage de la dette, c'est que l'entreprise t'appartient toujours, mais comme tu l'as vu toi-même, en fait, t'as quand même des intérêts à payer, et donc en fait, ça pèse sur ta trésorerie. Donc c'est quand même de ce point de vue-là pas si facile. Troisième point, c'est donc la levée de fonds, qui pour moi est la moins bonne des manières, même si je suis fautive puisque au début de Gemio on l'a fait, mais on a fini par racheter notre fonds d'investissement justement parce qu'on s'est rendu compte qu'on voulait gérer notre entreprise dans le temps. Et la levée de fonds, il faut comprendre que c'est donc des actionnaires, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, c'est pas forcément des grands méchants, mais qui à un moment donné quand même vont être associés à ton entreprise. Et donc ce que ça veut dire, c'est que ils vont quand même avoir un droit de regard. Ça dépendra des statuts que tu crées et du pacte d'actionnaires en l'occurrence que tu crées. Ça peut être assez simple, et surtout si c'est des gens qui sont des gens, on va dire ce qu'on appelle du love money, c'est-à-dire family and friends, c'est plus facile à faire. Ça pourra t'aider, mais le problème de ça, c'est que c'est un peu, si tu veux, comme un shoot de drogue, c'est-à-dire que tu le fais une fois. Si jamais à un moment donné tu n'arrives pas à inverser la tendance et à faire en sorte que ta rentabilité va faire que tu vas pouvoir à l'avenir financer ton stock, tu vas toujours avoir besoin de refaire des levées de fonds. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec beaucoup d'entreprises, et notamment beaucoup d'entreprises qui malheureusement doivent fermer ou qui sont des entreprises de la tech par exemple, qui font des levées de fonds, des levées de fonds, des levées de fonds. Comme ils n'arrivent pas à être rentables, ils sont toujours obligés, si tu veux, de faire, entre guillemets, leur piqûre de levée de fonds. Mais le problème, c'est que du coup, c'est pas des business rentables. Et il y a quand même des entreprises, il faut le dire, je vais faire un léger coup de gueule, mais qui parfois ont été valorisées littéralement des milliards, qui n'ont jamais été rentables de leur vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas généré de profit. C'est-à-dire qu'ils dépensent tellement d'argent qu'on ne saura jamais si leur business model est un jour réellement rentable. On est quand même dans un univers un peu parallèle, si tu veux. Et donc, ce que je t'invite à faire, si tu le peux, surtout pour un business comme le tien, qui j'ai l'impression est un business de passion, que tu as plutôt envie de développer dans le temps, si je comprends bien, j'essaierai autant que faire se peut de passer par la voie de la rentabilité que par la voie des investissements extérieurs. La seule, on va dire, exception que je peux te dire, c'est oui, de l'argent qui vient par exemple de ta famille, de tes amis, mais ça reste quand même un investissement qu'ils vont peut-être perdre si jamais un jour tu n'arrives pas à être rentable. Donc il faut aussi, tu vois, se mettre face à cette réalité et l'assumer. Ça, c'est des choses que tu peux assumer parce qu'on peut imaginer que c'est des gens qui vont pas te dire quoi faire au quotidien, si tu veux, qui vont te laisser tranquille et qui sont plus là pour t'aider. Donc ça, tu pourrais le faire pour refinancer ce stock, mais en te disant, du coup maintenant, je me mets dans une optique de je dois cet argent, j'ai en plus de la dette, il faut que j'arrive à repayer. Donc ça veut dire qu'il faut que je me débrouille pour générer plus de profit que ce que je dépense. C'est aussi simple, entre guillemets, aussi simple que ça, si tu veux. Donc les deux sont possibles, mais ça veut dire a priori
que soit t'augmentes le volume, soit t'augmentes la valeur. Donc soit t'augmentes le volume de ce que tu vends, t'arrives à trouver un moyen d'en vendre beaucoup plus, soit t'arrives à augmenter le chiffre d'affaires ou la marge en mettant des prix plus élevés. Mais il faut que tu arrives à un moment donné à augmenter cette rentabilité pour pouvoir repayer. Parce que sinon, tu vas te retrouver, malheureusement, je te dis, dans cette espèce de cercle vicieux qui fait que ça finit rarement bien. Ouais, bah c'est exactement. Enfin, en fait, ma question, je te l'avais pas détaillée, mais elle était en deux termes, on va dire, à court terme, comment je fais là maintenant pour relancer ma prod, mais à deuxième terme, j'ai un peu l'impression, effectivement, que si j'ai de l'argent, je vais reproduire, je vais revendre pendant un an, mais dans un an, j'ai l'impression que je vais me retrouver dans la même situation et je vais avoir besoin de nouveau d'argent pour relancer une production. Probablement. Et en fait, d'être dans cette espèce de cercle vicieux. C'est pour ça qu'il faut que tu arrives à changer l'un des paradigmes. Je sais pas lequel c'est, je connais pas suffisamment, mais c'est possible, je t'assure. Je veux pas que tu sois désespéré, que tu te dises ah là là mon business va à volo. Peut-être que c'est pas mon business, j'en sais rien, mais parfois, dans la vie, tu peux changer un élément. Je te dis, c'est ta gestion du stock, t'as été beaucoup trop large et en fait, il te faut 2 références. Et t'as 2 références, tu vends que ça et en fait, c'est comme ça et du coup, tu seras beaucoup plus rentable. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose. Mais je suis sûre qu'il y a un truc à imaginer pour que tu arrives à largement augmenter la rentabilité de ton business de telle sorte que là, peut-être que tu as besoin d'un coup de pouce pour cette année à nouveau pour ce stock. Mais par contre, tu le fais d'une manière très différente de l'année dernière. C'est normal, c'était la première fois, donc t'as appris. Il y a pas à se jeter la pierre si tu veux. Mais par contre, maintenant, il faut le faire différemment parce que effectivement, tu l'as bien dit. Sinon, ça va être rebelote l'année prochaine. On va à nouveau avoir une conversation ensemble et sincèrement, au bout d'un moment, ni la banque ni tes amis vont vouloir te prêter et tu vas mettre la clé sous la porte. Ouais, complètement. Et donc quand tu disais alors augmenter les volumes, bon, malheureusement, j'ai pas encore trouvé sans doute. Enfin, ça augmente, mais doucement, donc ça n'augmente pas suffisamment et pas encore une bascule. Et justement, une des questions que je me posais, c'était d'augmenter les prix pour en effet augmenter ma rentabilité et avoir plus de trésorerie. Et après, en fait, alors là, j'ai un complexe entre guillemets. Enfin, je me dis, pourtant. Souvent, les distributeurs me disent que j'ai une marge pour augmenter et tout, mais j'ai quand même toujours cette volonté de me dire qu'il faut que ce soit, j'aime bien dire du premium accessible. Ouais, t'as raison. D'être vraiment au juste prix. Hein. Oui, voilà. Donc si t'es trop cher, tu sais, l'élasticité prix, les marques de luxe le voient bien actuellement. À un moment, quand on tire trop sur la corde, ça fonctionne pas. Donc, je pense que t'as intérêt, surtout que t'es pas une marque encore connue, que ton prix reste juste. Peut-être qu'il y a un petit peu à gratter. Peut-être que ça peut se faire au niveau des coûts. Tu sais, je t'ai parlé de la marge. C'est peut-être qu'en fait, ton produit, c'est normal la première fois, t'as pas fait ce qu'on appelle du design to cost. C'est-à-dire que t'as pas vraiment réfléchi à optimiser ton produit au niveau, si tu veux, de la manière dont il est fabriqué, du tissu que tu utilises, etc. Peut-être qu'il y a des manières, sans que la qualité en pâtisse, de faire en sorte que ça te coûte moins cher à chaque production. C'est parfois possible. Je te dis, moi, j'ai un instinct quand tu me dis que t'as fait 17 références, que t'as beaucoup trop de refs. Et à ta place, déjà, je commencerai à creuser cette piste-là, qui est que si t'as beaucoup moins de références, tu peux faire peut-être des plus petites productions. Tu peux peut-être réussir à négocier avec ton atelier, et ça aussi, ça peut être un argument de réussir à faire baisser le nombre de commandes. Je sais pas quel est ton minimum de commandes aujourd'hui, mais mettons, je sais pas, 50 pièces ou 100 pièces, et que tu arrives à le faire que sur 2 ou 3 références. Et ça, déjà, tu seras un peu plus toujours dans une course en avant de restock, mais d'un autre côté, au moins tu maîtriseras et t'apprendras assez rapidement ce qui part pas. Alors que là, si tu fais 17 références avec beaucoup de stock, en fait, t'as une courbe d'apprentissage qui est quasiment à l'échelle de 15 mois, enfin, comme tu me l'as dit, donc c'est assez long. Et donc, j'aurais plutôt tendance, tu vois, à réduire un peu la complexité du projet, parce que en fait l'entrepreneuriat c'est déjà très compliqué, donc simplifier, c'est souvent le mot d'ordre pour réussir à prendre des bonnes décisions. Et donc limiter le stock sur peu de références, et si tu peux limiter aussi la quantité de ça en essayant de négocier au maximum. Quand je dis négocier, c'est un peu supplier, mais souvent ça marche. tes fournisseurs si t'apprécies pour pour que tu puisses continuer. Et puis après, pas à pas, tu vas réussir, si tu veux, à rajouter d'autres références, etc. Mais je commencerai sincèrement presque plus par ça que par une vraie gestion financière. Ça, et puis comment est-ce que je fais pour que chaque unité vendue soit rentable, mais suffisamment rentable pour que ma trésorerie suive, puisque comme tu l'as très bien dit, tu as aussi ton prêt en fait que tu dois rembourser. Et donc ça, malheureusement, entre le remboursement et les intérêts, ça te fait de l'argent en fait littéralement disparu, tu vois.
Mais complètement, oui. Et du coup, ton conseil, je le comprends bien, hein, c'est de, voilà, de resserrer effectivement l'offre. Je Alors que c'est pense. vrai que moi, spontanément, je me disais plutôt, enfin, c'est sans doute une erreur, mais j'avais plutôt envie de l'élargir pour qu'il y ait plus de trafic, en fait, tout simplement, parce que aujourd'hui, bon bah voilà, je suis très bien référencée sur sacoche, femme, vélo, là c'est impeccable, hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même assez pointu entre guillemets, parce que bon, tout le monde fait pas du Oui, vélo, mais tout le monde. oui, mais enfin, je sais pas combien tu vends de sacoches par mois ou par an, mais je pense que rien qu'en France, à mon avis, enfin, il y a quand même pas mal de gens qui cherchent des sacoches de vélo, enfin, pas mal de femmes, du coup, pour être plus précise. Moi, sincèrement, à ta place, une fois de plus, je connais pas bien ton business, donc je me permets de parler de choses. Mais en tout cas, ce que je ferais si j'étais à ta place, sans avoir toutes les infos, c'est que je resserrerais les références et je travaillerais d'une manière beaucoup plus précise mon marketing sur ces deux références, de telle sorte que tu arrives à... Parce que là, en fait, tu t'éparpilles. Mmh. Tous tes efforts, ils sont éparpillés sur tes 17 références. Alors que si tu travailles à fond tes deux références, tu risques d'avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires et du coup beaucoup plus rentable sur deux références. Et c'est un conseil que je te donne à toi, mais que je donne à beaucoup de monde sincèrement, qui est que c'est souvent une erreur d'élargir trop vite les références parce qu'en fait on ne se rend pas compte du coût que ça engendre. On ne voit que l'opportunité de se dire je vais toucher plus de monde, mais on ne voit pas que c'est beaucoup plus de travail parce qu'en fait il faut les entretenir, ces références, il faut faire les shootings photos, il faut répondre aux services clients sur des choses différentes, il faut faire le design produit, il faut faire le stock dans ton cas en l'occurrence, et donc ça fait beaucoup plus de travail, il y a beaucoup plus de coûts que si tu as deux références. Et en fait tout le travail, c'est du travail que tu ne passes pas à faire du marketing pour que ce marketing soit beaucoup plus efficace. Et que si jamais tu arrives à me trouver les deux recettes, parce que tu as deux références sur la sacoche pour femmes et puis je sais pas ta deuxième référence, mais en fait je suis sûre, puisque ça fait que 15 mois que ton entreprise est ouverte, que tu n'as encore pas exploré grand chose en termes de marketing. Il y a probablement 1000 choses à faire. Il y a peut-être des podcasts où tu peux essayer de passer pour parler de ça à des amatrices de vélo, je dis n'importe quoi. Il y a faut que tu réfléchisses. Une fois de plus, je connais pas le business, mais à mon avis tu n'as que effleuré la surface du marketing, et donc j'aurais tendance à te conseiller de faire plutôt un deep dive en profondeur sur ces deux sujets plutôt que de disséminer tes efforts. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne tout le temps à mes équipes. Ne négligez pas l'effet négatif de disséminer nos efforts sur plein de petits projets. Il vaut mieux faire peu, mais bien. Mmh. Ah oui. Non, mais tu as raison. Et l'autre question que je me posais aussi et qui pourrait aller dans ce sens-là, c'était, enfin, d'explorer un peu le crowdfunding pour une nouvelle production, dire, Oui, enfin, c'est une option que tu peux envisager. voilà, proposer que deux ou trois coloris, enfin. C'est une option que tu peux envisager, mais il faut pas que tu perdes de vue, à l'aune de ce qu'on se dit, que le financement n'est qu'une conséquence d'un problème plus profond, qui est que pour l'instant, tu n'arrives pas encore à générer suffisamment de rentabilité avec ton business pour ne pas avoir besoin de financement. Donc en fait, c'est un pansement. Ce qui veut dire que tu peux rajouter des pansements à chaque fois, mais à un moment donné, il faut essayer de fermer et de cautériser la plaie si tu veux. Et donc, je t'invite à réfléchir presque plus à comment on cautérise la plaie que quel est le pansement que je dois mettre, est-ce qu'il est bleu, vert ou jaune. Je comprends. Ok, ouais. Petite image un peu Non, mais graphique, non, mais qui mais est de toute parlante. façon, oui, enfin, et c'est pour, enfin, c'est ça aussi la crainte d'être une espèce de course à la trésorerie. Bah oui. Tu vas te sentir tellement plus libre, tellement plus sereine. Mais je t'assure, je l'ai vécu, hein. Tu sais, moi, pendant les premières années de Gemio, de 2011 à 2018, on était dans cette situation. J'étais dans la situation du pansement. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Où je devais rechercher tous les ans, quasiment, ou tous les 2 ans, un nouveau pansement parce qu'on n'était pas rentable. Et donc, comment est-ce qu'on fait, etc. Et avec la crainte, et en fait, du coup, ton destin ne t'appartient pas, concrètement. Donc, c'est terrible. Tu n'as pas de contrôle. Parce que si tu ne trouves pas quelqu'un qui va te donner de l'argent, eh bien en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la clé sous la porte. C'est horrible comme sensation en fait. C'est la sensation de la perte de contrôle. Alors que ensuite, quand on a décidé avec Sharif, mon mari, de devenir rentable, donc on a fait plein de choix. On a beaucoup moins embauché, on a fait le design to cost, on a fermé des références, enfin tout ce que je te décris si tu veux. Et ça nous a permis donc de devenir d'abord break-even. Désolée pour tous les anglicismes d'ailleurs, j'ai cette très mauvaise habitude et je m'en excuse, mais donc de devenir au moins à l'équilibre, et puis ensuite de commencer à progressivement dégager de la rentabilité. Et je t'assure que
le sentiment, mais n'a rien à voir. Parce qu'en fait, tu peux faire une année pas très bonne, où tu vas pas avoir beaucoup de croissance. Mais dès lors que t'es rentable, tu es chez toi, tu es libre, personne peut te mettre dehors. Et du coup, t'es serein. Oui, ça va peut-être prendre 1 an et demi de plus que ce qui était prévu, mais au moins t'es serein. Et donc vraiment, je t'incite à essayer de réfléchir comme ça, parce que sinon, en fait, une fois de plus, tu vas passer plus de temps à essayer de trouver des bouts de scotch à droite à gauche, plutôt que d'essayer de construire un vrai business. Et si tu veux créer un business où tu es vraiment libre, et j'ai l'intuition que c'est le cas, eh bien, tu vas être obligé de passer par cette phase de comment est-ce que je fais pour générer de la rentabilité, plutôt que juste d'avoir de la trésorerie. Faut plus que ça soit une épée de Damoclès au-dessus de ta tête, tu vois. Et bon, du coup, toi, tu dis, ça vous a pris 7 ans quand même. Ça nous a pris 7 ans, mais parce que nous, on a fait beaucoup plus d'erreurs que ce que toi t'as fait. On aurait pu commencer à être rentable tout de suite, hein, franchement. La réalité, c'est que ça nous a pris 7 ans parce que on a levé des fonds. On a levé quand même plus de 5 millions d'euros, quelque chose comme ça. Et on avait des fonds d'investissement à bord qui nous demandaient d'investir massivement en marketing pour générer plus de chiffre d'affaires. Mais sincèrement, générer du chiffre d'affaires à tort et à travers, ça n'avait aucun sens. C'était de l'argent mal dépensé, honnêtement, c'était de l'argent mal dépensé. Et donc, on a commencé, je trouve, à beaucoup mieux gérer l'entreprise à partir du moment où on a mis un peu un drapeau dans le sol avec Sharif et on s'est dit, non, en fait, on va arrêter de faire ce que notre fonds d'investissement nous dit, on arrête d'être des bons élèves et on a envie d'être libre dans notre propre entreprise, donc on va commencer à essayer d'être rentable. Ils voulaient pas, d'ailleurs, parce que eux, ils avaient juste envie qu'on génère plus de chiffre d'affaires. Moi, je voulais du chiffre d'affaires qui soit rentable, c'est-à-dire pas à tout prix. Et une fois qu'on a commencé à faire ça, je te cache pas qu'il commence à y avoir des petites tensions entre nous. On a fini d'ailleurs par les racheter séparément plus tard, mais au moins on était libre, on était chez nous, si tu veux. Et au-delà d'être chez nous, on n'avait plus ce poids permanent. En fait, on était concentré sur le business et pas sur la trésorerie. Et ça fait une énorme différence. Comment t'améliores ton produit, comment tu sers mieux tes clients, comment tu améliores l'expérience, si tu veux. C'était plus ça et plus seulement comment est-ce qu'on fait pour trouver de l'argent pour pouvoir à la fin du mois continuer à payer les équipes. Ouais, complètement. Non, parce que c'est vrai que là, c'est vrai que, moi, j'ai trop l'impression de courir après, d'être. Mais c'est normal, hein, t'es pas du tout la seule. Mais c'est pour ça, je pense que c'est plus à ta portée que tu ne crois, et en général, ça passe pas mal par une réduction de la voilure d'une certaine manière, mais ponctuelle. En fait, c'est vraiment reculer pour mieux sauter. Plutôt que d'être dans la course en avant, tu t'arrêtes, tu recules, tu te recentres sur l'essentiel, et une fois que t'es bien solide, là oui, tu te relances en avant. Mais le problème, c'est que si tu t'arrêtes pas, à un moment donné, tu vas être épuisé, si tu veux. Oui, non, mais puis, je vois très bien quand tu dis, effectivement, quand tu gères beaucoup de références, comme tu dis, il y a plus de shooting photo, il faut communiquer un peu sur tout. Même au niveau de la com, c'est plus difficile. Tu t'éparpilles auprès des clients ton message, si tu veux. Il vaut mieux que je te dis 2 produits auxquels tu crois profondément, qui sont tes 2 best-sellers, sur lesquels tu vas beaucoup miser. Regarde une marque comme Pollen. Pollen, ils ont réussi à se lancer. Au début, ils avaient 2-3 produits, et c'est ça qui a fait leur force, d'ailleurs, je pense, et qui a été l'un des secrets de leur réussite. C'est qu'ils ont réussi à vraiment se concentrer sur peu de produits très très bons et vraiment faire un gros marketing dessus. Et je pense que beaucoup de gens pourraient tirer exemple de ça. Oui, puis même pour l'achat des mots-clés, pour tout en fait. Bien sûr, pour tout. Je te dis, en fait, il vaut mieux que tu fasses un travail, tu sais, c'est soit tu as un travail horizontal, soit tu fais un travail de verticalité, soit en fait tu essayes d'avoir plein de références qui sont éparpillées et donc en fait tu vas rester à la surface surtout, soit tu prends 2 références, ou je dis 2, ça peut être 3, ça peut être 4 si tu veux, mais peu de références sur lesquelles tu vas creuser un sillon et vraiment les travailler en profondeur. Et je te conseille sincèrement de faire ça. Ah ouais, ça me semble clair quand tu le dis. Bon, écoute, tant mieux si ça t'a été utile. Pour les personnes donc qui seraient peut-être intéressées à l'idée d'en savoir plus, si je me trompe pas, ça se passe sur Belle en Selle sans S, Belle au singulier et Selle au singulier.fr. Le site est très sympa. Je vois qu'il y a des sacoches avec un petit peu de léopard, robustes, étanches. Pour nos amis qui se déplacent à vélo, n'hésitez pas à y jeter un tour. Et puis, tiens-moi au courant de la suite. Ça me ferait plaisir de savoir, Laurence, comment ça se passe, quelles décisions tu prends. Franchement, ça m'intéresse vraiment. Donc, tiens-moi au courant, s'il te plaît. Et puis, je suis sûre que l'audience aussi sera ravie. Comme ça, je pourrais relayer un petit peu tout ça. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi.